et on fait des mutilations qu'on laisse en public ou on filme et on envoie sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ce sont de moyens de terroriser la population et amener tout simplement la population de fuir. Et je dois dire que l'année passée, pour les enfants, ça peut s'expliquer peut-être par le confinement. Nous avons eu beaucoup d'enfants, et surtout des garçons qui étaient violés, pas dans les zones de conflit, mais dans la ville où il ne se passe pas la guerre, mais les enfants étaient victimes probablement du fait qu'ils n'allaient pas à l'école et qu'ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Merci. Félicitations, docteur, pour votre brillante conférence. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que ce n'est pas seulement au Congo, dans votre pays, que cela se passe, et que généralement, moi j'ai constaté que ça se passe toujours dans des pays qui sont très riches dans le sous-sol. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Effectivement, lorsqu'on parle de viol, je crois que c'est un problème qui nous interpelle tous. Je crois que peut-être on n'en parlait pas beaucoup, puisque tout simplement, après la Deuxième Guerre mondiale, après les génocides, il n'était pas question de pouvoir parler de viol qui était considéré comme un effet collatéral de la guerre. Mais quand on voit pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu rencontrer une femme qui était violée. Et la chose qu'elle m'avait dit de cette femme, c'est que je vous remercie, docteur, puisque j'ai porté ces fardeaux depuis plus de 60 ans. Et c'était lourd. Mais pouvoir parler de ce qui m'était arrivé dans le camp de concentration, ça me permet de vider un abcès que j'ai porté pendant très longtemps. Lorsque vous regardez ce qui se passe près de nous ici, ce qui s'est passé près de nous ici, dans le Balkan, ex-Yougoslavie, le viol a été largement utilisé pour le nettoyage ethnique. En Colombie, j'étais en Colombie, le viol est utilisé, largement utilisé depuis plusieurs années dans le contexte de contrôle des drogues. Et c'est largement utilisé en Colombie comme une arme que les différents groupes armés utilisent. Pendant la guerre du Japon, le viol a été utilisé. L'armée japonaise a utilisé le viol contre les femmes coréennes, qu'on appelle les femmes de confort. Donc je crois que le viol dans les conflits, c'est vraiment l'histoire, mais malheureusement, ça a toujours été considéré c'était considéré à l'époque comme un effet collatéral, alors que les victimes, elles souffrent toute leur vie. Et aujourd'hui, heureusement, le viol est criminalisé, mais il se passe dans tous les conflits. En Afrique, nous avons presque 16 pays qui constituent un groupe dans le Global Survivor Fund, qui sont des groupes de survivantes. Et vous allez voir qu'au Sud-Soudan, Libéria, Congo, République centrafricaine, le viol a été largement utilisé. C'est une question peut-être que nous ne voulons pas parler de cette question, mais je crois qu'il faut de plus en plus en parler, puisque les victimes, elles souffrent toute leur vie. Et on ne peut pas ne pas essayer de trouver des solutions par rapport à un acte qui peut créer une souffrance énorme pour les femmes qui le subissent. Merci.
Bonjour, Pasteur Denis. Moi, c'est M. Paul Wemo, je viens de Mena, de la grande ville qui vous a accueilli comme un grand citoyen de la ville. Je me rappelle la grande marche que nous avons pu organiser avec Louis Vogel et Mme Brigitte. La question est que, où en sommes-nous avec le rapport mapping? Parce que je sais que, comme je vous ai toujours défini, vous êtes l'espoir de tout un peuple. Vous êtes l'espoir de l'humanité. Parce que la femme congolaise représente toutes les femmes du monde. La violence du Congo, c'est la violence, je pense, de tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez bien défini à Oslo, nous tous qui sommes ici, nous avons peut-être le sang du peuple congolais dans nos bouches. Parce qu'il y a le coltan. Et venir jusqu'ici faire ces déplacements, ça a été très important pour moi, pour venir vous poser cette question. Où en sommes-nous avec le rapport mapping? Parce que les gens continuent à mourir au Congo. Merci. Le rapport mapping, en fait, c'est un rapport qui a été rédigé par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ce rapport a été rédigé en 2010 et c'est un rapport qui avait été fait par des experts des Nations Unies, des professionnels. Il y avait 100 professionnels et experts des Nations Unies qui étaient engagés dans les enquêtes, les investigations et la rédaction de ces rapports. Ces rapports a répertorié 617 violations graves des droits de l'homme, pouvant être qualifiées de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide. Et ces rapports avaient donné de recommandations qui étaient claires. C'était d'établir un tribunal spécial pour le Congo, ou un tribunal pénal international pour le Congo, ou des chambres spécialisées mixtes. Et là, peut-être, je peux dire que pourquoi, même aujourd'hui, nous demandons ce tribunal pénal international, c'est puisque la crise en République démocratique du Congo, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un conflit interethnique, c'est un conflit internationalisé où nous avons eu à un moment 9 pays africains qui se sont battus en République démocratique du Congo. Nous avons eu même deux pays qui se sont battus dans la ville de Kisangani. Et donc, il est hors de question que ce conflit puisse être considéré comme un conflit national. En 2010, lorsque ce rapport est sorti, malheureusement, les États, les pays impliqués dans ces crimes ont fait une pression sur les Nations Unies pour que ces rapports ne puissent pas être exploités. Et depuis 10 ans, nous parcourons le monde pour pouvoir demander justice pour les victimes congolaises. Puisque nous considérons qu'on ne peut pas parler de 5 millions de morts, parler des centaines de milliers de femmes violées. Aujourd'hui, plus de 5 millions de Congolais sont dans des camps de réfugiés ou de déplacés internes. Le monde ne peut pas continuer à fermer les yeux sur ces crimes graves, ces violations graves des droits de l'homme, qualifiés comme crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire même des crimes de génocide. Et si je suis ici aujourd'hui, c'était pour attirer votre attention, éveiller votre attention sur ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Et je vous ai remercié beaucoup d'être là, puisque je sais que désormais vous allez être des ambassadrices et ambassadeurs de ces milliers de femmes qui souffrent, mais qui ont droit à la justice. Elles ont droit à des réparations. Et malheureusement aujourd'hui,
on n'a aucun espoir de voir ce tribunal être mis en place et nous comptons sur la voix de chacun, de chacune ici cet après-midi pour soutenir notre démarche. Merci. Merci, Docteur Denis Mukwege. Moi, c'est Christian Sossé, habitant de Montpellier. Juste pour être dans l'idée du rapport mapping, je voulais juste savoir, vous ne voyez pas que ces rapports mapping qui datent de 1998 jusqu'en 2003, et malgré tous ces rapports, et les massacres n'ont jamais cessé en RDC. Et je vous ai entendu l'autre fois dire qu'on devrait relancer un autre rapport mapping, une deuxième, parce que les crimes et violences et les mutilations sexuelles et les tueries n'ont jamais cessé en RDC. Et ça continue, ça perpétue encore. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est important pour vous, qui est le porte-voix de la RDC, et vous qui avez une notoriété mondialement reconnue, de demander et d'insister plus à l'ONU de rouvrir une seconde rapport, les monitoring que nous voulions pour établir les responsabilités de tout ce qui se passe en RDC. Merci. Je crois que ce que nous faisons, nous le faisons tous les jours, mais il ne nous appartient pas à nous de décider qu'il y ait un nouveau rapport. Il est certain que les rapports mapping répertorient les crimes de 1993 à 2003. Et après 2003, il y a eu beaucoup d'autres crimes qui ont été commis et qui continuent à se commettre. Mais je crois que tout ce que moi je peux faire à mon niveau, c'est essayer d'en parler, essayer de sensibiliser, essayer de mobiliser. Et je crois que, comme je l'avais dit, c'est pour ça que je suis ici. J'étais la semaine passée à l'Union européenne, j'ai été au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et donc, nous faisons ce que nous pouvons, mais nous avons besoin d'un engagement individuel et collectif pour changer l'histoire des femmes congolaises. Bonjour, déjà merci beaucoup pour ce que vous faites et votre courage. J'avais deux questions. Par rapport à votre action en RDC, comment arrivez-vous à vous maintenir peut-être face à d'éventuelles pressions des seigneurs de guerre environnants? Comment ça fonctionne? Et aussi, qu'est-ce que vous entendez par masculinité positive? Voilà, je vous remercie. Effectivement, pendant les 10 dernières années, je suis en permanence sous pression. Il y a déjà eu plusieurs attentats à ma vie. En 2012, le dernier attentat, c'était chez moi à la maison, où mes deux filles étaient prises en otage. Et ceux qui sont venus à la maison, ils étaient armés et ils m'attendaient. Et quand je suis arrivé, ils ont commencé à tirer. Et malheureusement, un de mes amis qui faisait la garde chez moi a été tué ce soir. Et donc, c'était insupportable. J'avais décidé de quitter le pays puisque je trouvais que c'était la ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. J'étais parti en exil, mais ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 3 mois. Parce que je dois dire que ces femmes souffrent, mais elles ont une résilience qui m'impressionne. Et je crois qu'elles ont tout fait pour que je revienne au Congo. Et malgré ma résistance, elles étaient capables de me faire revenir au Congo.
en garantissant qu'elles vont faire ma sécurité. Elles s'étaient cotisées pour payer mon billet d'avion de Boston à Bukavu, alors que la plupart n'ont pas $1 par jour pour vivre. Et je crois que quand elles ont mis ces mouvements de vendre les fruits et les légumes pour me faire revenir, c'était de trop pour moi et j'ai pris la décision de revenir. Et depuis 2013 que je suis revenu de l'exil, je vis comme prisonnier à l'hôpital. Je vis à l'hôpital avec mes patientes. Je sors seulement lorsque je suis escorté par la police des Nations Unies qui fait la sécurité des malades et du staff de l'hôpital. Mais c'est une vie qui est pénible. Mais je crois que lorsqu'on voit le courage de ces femmes, lorsqu'on voit leur force de vouloir s'en sortir, de continuer à vivre, et pas vivre pour elles, mais vivre pour moi, je crois qu'elles m'ont mis dans une situation où je me suis senti vraiment petit par rapport à elles. Elles avaient le courage de parler devant les généraux, les officiers de l'armée pour leur dénoncer leur lâcheté. Elles ont dit, nous allons nous organiser à 25 femmes chaque jour qui vont rester autour de la maison du docteur Mukwege pour le protéger. Et nous vous disons, messieurs, avec des grades, que pour aller le tuer, il faudrait marcher sur 25 femmes. Je pense que ça, c'est un courage exceptionnel. Et je n'avais pas le choix de revenir. Et aujourd'hui, je reçois plusieurs appels téléphoniques de menaces, mais je vis à l'hôpital où je suis gardé par la police de l'ONU. Ah oui, la masculinité positive. En fait, je crois que la situation de violence sexuelle, ce n'est pas une situation qui concerne un pays. Et j'aime souvent dire que ce que nous voyons dans des zones de conflit, en réalité qui s'expriment de façon patente, on les vit de façon latente dans les sociétés en paix. Si vous allez aux États-Unis, vous allez voir que dans les campus, les filles ne sont pas en sécurité. Quand on a pris un verre de trop, il y a toujours des victimes et ce sont des filles. Et les incestes dans la société, où les femmes doivent se taire, même si elles souffrent terriblement, mais elles ont cette pression de garder l'honneur de la famille, mais l'honneur en payant de leur souffrance, elles préservent l'honneur de la famille. Et donc, je peux donner plusieurs exemples. Parce que quand on parle de la violence sexuelle, les gens ont tendance à penser que c'est une question qui concerne les autres. C'est une question qui est dans notre lieu de travail, c'est une question qui est dans nos familles, c'est une question qui est tout simplement dans notre société. Mais c'est une expression qui est plutôt latente. Du fait de la justice, du fait de la foi, du fait d'une organisation sociale qui marche, on essaye de taire. Et je parlais avec un professeur ici qui m'a dit, les filles qui viennent me voir, lorsqu'elles ont été victimes de viol, elles veulent s'ouvrir à moi, mais elles me disent souvent, je ne veux pas que vous en parliez à d'autres. Et donc, même si elles connaissent leurs droits, qu'elles sont protégées par la loi, souvent les femmes se disent, si je dis ce qui m'est arrivé, je risque d'être pénalisé pour la seconde fois. C'est le système patriarcal dans lequel nous vivons. Et lorsque je parle de la masculinité positive, c'est tout simplement dire que les femmes se sont battues. Il ne faut pas oublier que les femmes françaises ont eu le droit de vote seulement en 1944, c'est hier. Et donc, on est dans un système où on a fait des évolutions. Mais ces évolutions, on ne les a pas données aux femmes. Ces évolutions, les femmes les ont arrachées pour obtenir ce qu'elles ont.
Simone de Beauvoir disait que les acquis que les femmes ont, il faut se battre continuellement pour les garder, sinon on va les perdre. Et ça, on a observé avec l'administration Trump. J'ai été au Conseil de sécurité 2 fois où j'ai vu des résolutions en faveur des femmes qui étaient refusées par une des plus grandes démocraties au monde, tout simplement puisque dans la résolution, nous avons mis que la santé de la reproduction, les femmes ont droit à la santé de la reproduction. Et donc, c'était suffisant pour dire cette résolution ne passe pas. Il fallait composer pour changer ces textes. Et donc, je dois dire que les femmes ont déjà fait beaucoup. Mais nous, les hommes, nous devons le reconnaître. Et la masculinité positive, c'est tout simplement s'inscrire dans cet élan d'égalité des sexes, d'égalité du genre. Pouvoir accepter de commencer à éduquer nos enfants du berceau à l'âge adulte, l'égalité du genre. Et ceci peut se faire par plusieurs façons. Je crois que nous avons tous une petite responsabilité dans l'entretien de la société que nous avons. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je sais que je vais parler de moi, dans ma culture. Il n'y a que les garçons qui héritent. Dans ma culture, les garçons, même est vu différemment par sa mère par rapport à ses sœurs. Eh bien, il faut changer. Il faut que lorsque nos enfants naissent, si nous voulons les habiller en rouge, qu'ils s'habillent en rouge, qu'ils soient filles ou garçons. Il n'y a pas de couleur spécifique. Il n'y a pas de travail spécifique à l'homme ou à la femme. Nous pouvons évoluer en montrant tout simplement aux enfants que nous les traitons de façon égale. Votre société a fait beaucoup d'efforts. Elle a progressé. Elle a progressé. Mais je vous dis, le progrès, on peut très bien voir que ce ne sont pas des progrès qui ont plus de 100 ans. Et moi, je pense que si nous, on peut déjà progresser, commencer à atteindre le niveau que vous avez en termes d'égalité, puisqu'on n'y est pas toujours, hein. Il faut dire que la femme française qui travaille n'a pas, avec la même qualification, la même fonction, n'a pas le même salaire qu'un homme français. C'est une vérité. Et donc, vous êtes à un niveau de progrès, mais je pense que toutes les sociétés devraient évoluer pour qu'on arrive à un niveau où la femme pourrait être considérée comme égale à l'homme. Et ceci doit être des faits et de droit. Malheureusement, on n'y est pas encore, et ça nécessite des efforts. Moi, je considère, c'est mon avis personnel, ce sont des efforts que nous, les hommes, nous devons faire. C'est nous qui devons amener ces progrès. Les femmes ont fait beaucoup, mais on n'est pas encore à l'égalité. Je crois que si on pousse, on peut arriver à un niveau où cette égalité arrive. Heureusement que maintenant, il y a le congé de paternité en France. C'est formidable. Quand j'étais étudiant ici, ça n'existait pas. La femme devrait se taper 4 mois, je crois, 4 mois de congé maternité quand les autres sont en train de travailler. Et donc, quand elle revient, elle doit tout recommencer, etc. Alors qu'on a besoin de cette maternité. Donc, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Et donc, je crois qu'il y a des efforts à faire. Et pour qu'il y ait vraiment un changement, ces efforts doivent être des efforts de nous tous. Merci.